Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous en cette matinée du 14 mai 2022. Il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à matin. Nous allons nous intéresser à un événement qui se prépare par un groupe d'étudiants donc au niveau de l'Institut de l'informatique. Il s'agit donc du salon de l'emploi qui est destiné aux étudiants. Nous parlerons également ce matin en compagnie donc de Lydia Ladjouzi d'un événement qui se prépare donc en faveur des artisans, des artisanes également pour justement qui viennent présenter leurs produits artisanaux. Et parlant d'artisanat, parlons de patrimoine. Le patrimoine immatériel sera présent aussi ce matin. Ah oui, Mina, bonjour. Elle était là. J'attends depuis tout à l'heure, mais voilà. Voilà, je me disais On m'a oublié aujourd'hui, on m'a oublié. Bonjour Mina. On m'a oublié. Tu m'as oublié. Comment ça va? Double café aujourd'hui. Merci. Double café, ce sera promis. Mina, comment ça va? Ça va? Ça va, très bien. Oui. Alhamdoulilah, et toi? Oui. Non, mais oui, ça va. Tu m'as oublié, mais bon, c'est... Oui. Bon, j'étais tellement concentrée sur le patrimoine immatériel. Je sais qu'elle va me pardonner, Mina. Donc, sur le patrimoine immatériel, puisque ce matin, justement, on va avoir une Instagrammeuse, blogueuse, youtubeuse, enfin, une jeune fille donc, qui est présente sur les réseaux sociaux, qui nous fait découvrir à chaque fois donc, toute l'histoire qui tourne autour d'un dicton particulier, d'une citation particulière. C'est pas mal ça. Sba Ben Aouda, tu connais l'histoire? Non. Et ben voilà. C'est une occasion, justement. Sarah, alors, ce qui est très impressionnant, c'est un petit peu le nom que Sarah s'est donné, c'est Sarah Tekdemin. Sarah quoi? Tekdemin. Démé. Tu sais, quand on veut dire, quand on veut parler de quelque chose qui est plutôt ancien, on dit Hadak Tekdemin, n'est-ce pas? Et donc, c'est l'appellation que Sarah s'est donnée pour nous faire voyager justement dans tout ce patrimoine immatériel, une façon de le promouvoir et de le préserver. Excellent. Aussi. Donc, elle nous racontera tout à l'heure la légende de Sba Ben Aouda. D'où vient donc cette expression? Hâte de découvrir. Plein d'autres expressions. Donc, pas que, il y a aussi l'habit traditionnel que Sarah met toujours en valeur justement pour la promotion. Bravo à elle, franchement. Patrimoine. Bravo à elle. Voilà, donc patrimoine, donc encore place au patrimoine puisque nous sommes en train de célébrer en ce moment le mois du patrimoine jusqu'au 18 mai. Et Samir Hadjamar qui sera présente ce matin avec nous, elle nous emmènera du côté de la marine pour nous faire découvrir les molles d'Alger. Voilà un peu pour le menu de ce matin, mais sinon Mina, je suis désolée encore une fois. Je sais qu'elle va me pardonner, Mina, je sais. Oui, mais il faut juste avoir un double café blanc sans sucre. T'as tout compris. J'ai tout compris. T'as tout compris à la vie. Voilà, j'ai tout compris à la vie. Mina, tu nous donnes quelques nouvelles du ciel aujourd'hui. Ça s'annonce pas très ensoleillé, en tout cas, depuis ce matin. Même si ce matin, beaucoup d'humidité, beaucoup de brume aussi. Brume, voilà. Énormément. Même à 8 heures du matin. Même à 8 heures du matin. Non, mais ça va se dissiper, bien sûr. Et heureusement d'ailleurs. Ça va se dissiper. Plus de détails juste avec après plaisir. Le jingle. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليز معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on disait en compagnie de Mina Abed que ce matin, le temps était plutôt brumeux, très humide. Même j'avais pensé même à quelques gouttelettes d'eau, non? Oui, évidemment. Mais il a fait plutôt frais ce matin quand même. Un petit peu. Comparé aux jours précédents. Oh, exactement. Non, mais en ce moment, il fait frais le matin et le soir. Le soir. La journée, il fait plutôt bon. Même si la journée, il fait assez chaud quand même. Dans certains endroits, on atteint les 30 degrés. C'est pour ça que je dis... 40. Exactement, mais hier sur le nord, on a eu jusqu'à 30 degrés. Jusqu'à 30 degrés, même s'il fait chaud la journée, même si on se met en t-shirt, il faut quand même un petit le matin ou le soir pour ne pas tomber malade. Voilà. La caractéristique principale de la saison printanière. Exactement. Voilà. Un peu plus de détails, Mina? Oui. Allez, c'est à toi. Merci. De rien. Merci beaucoup. Tu vois que moi je t'oublie pas. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Et après le gros oubli de dans le Houda, oui, je comprends. Oui, tu me perturbes le matin. Toutes mes excuses. Mais je sais pas. Excuses pour moi. Tu sais très bien, tu sais comment te rattraper. Voilà, heureusement. On verra à 10h30. On verra à 10h30. Alors, effectivement, ce matin, un taux d'humidité qui dépasse parfois les 80% sur les régions côtières.
beaucoup de brume sur cette matinée, hein. Ça va se dissiper à partir de l'après-midi, laissant place à un ciel plutôt dégagé vers les côtes est voilées. À l'ouest et au centre, quelques petits nuages, possibilité de quelques pluies, hein, vers l'intérieur centre, des orages toujours vers l'intérieur ouest, et puis sur la partie sud, un ciel dégagé sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, voilé sur le Hogar, le Tassili, la Saoura et le sud-ouest, bien sûr. On notera de fréquences sous l'amas de sable, notamment vers l'extrême sud et le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse, hein, du mercure, notamment vers l'intérieur, avec 36 degrés. Du côté de Tiaret, on notera 32 degrés. Tizi Ouzou Constantine, 26 à Alger, à Naba, on notera 34 degrés. Gardaya, 34 également à Béchar, 40 Tindouf, 36 à Insalah. Et enfin, la maximale 3 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer très calme, très agréable également, vers les côtes ouest peu agitées, hein, sur le centre et l'est avec des vents entre 10 et 25 km/h, vers les côtes ouest entre 15 et 40 km/h sur le centre, et enfin entre 10 jusqu'à 40 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Un ciel assez couvert avec des pluies parfois assez marquées du côté d'Abidjan, un ciel voilé à Addis Abeba, Nairobi, Kinshasa, côté Mercure, on sera 31 degrés à Abidjan, 30 à Abuja, 32 à Bangui, 28 à Addis Abeba et enfin 26 degrés à Nairobi. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. J'aurais dit plutôt enfin, j'aurais pensé ou prédit des températures printanières, mais il y a l'été qui commence à s'installer dans les villes intérieures. Et oui, Par contre, à 36 degrés, ouais. À l'ombre, hein, toujours, c'est toujours des températures à l'ombre. 36 degrés, oui, 36 c'est énorme. degrés, toujours à l'ombre, donc on peut arriver jusqu'à 39, 40. Facilement. Mi-journée, oui, on peut arriver jusqu'à 40. Mais ça, ce sont vraiment les températures auxquelles il faut faire très attention, les changements de température par la suite. Tout à fait. Exactement, donc oui. C'est là où on doit faire doublement attention finalement. Il faut faire attention parce que là, c'est, on va dire, le temps idéal, hein, idéal pour tomber malade. Pour tomber malade. C'est pour ça que le matin, il faut toujours se couvrir, le soir, il faut se couvrir, même si la journée il fait chaud. Il faut pacifier quand même, voilà. Effectivement. On n'est pas en été, y a, même l'humidité, hein, reste importante. Et ça se ressent d'ailleurs. Et ça se ressent, mais à l'intérieur du pays, que ce sont des températures quand même assez élevées. Hein. Elles sont élevées. Des températures estivales en tout cas. Bah oui, c'est des températures d'été, hein, 36, 32, oui. Et en plus à l'ombre. Exactement. Voilà, donc encore une fois, vigilance, il faut faire plus attention. Hydratez-vous aussi. Voilà. Surtout effectivement les enfants et les personnes âgées. Tout à fait. Alors en tout cas, merci beaucoup Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure, donc après journal télévisé du midi. Oui. Après celui de 19h, 10h30, c'est promis un double café long sans sucre. Et vendredi prochain à partir de 9h pour Bonjour d'Algérie. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Mina. Merci. Allez, à tout à l'heure. Et cette fois. Donc nous allons vous proposer une petite virée du côté, alors l'épicerie fine, ça te dit? Oui. C'est quand même un concept qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc en Algérie, c'est vrai que c'était pas très répandu, mais c'est un concept mais tant mieux. Tant mieux, effectivement, qui commence à s'installer, c'est ce qui permet, c'est ce qui encourage aussi la population à revenir un petit peu à une consommation plutôt naturelle, bio, qui fait main, surtout donc pour encourager les artisans. Et justement, Anissa Bouzid s'est intéressée à l'une de ces épiceries et donc celle qui s'est lancée dans ce projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a fait une reconversion professionnelle. Elle était dans le marketing, dans le commercial, et là, elle se retrouve donc dans une très fine. Je vous laisse dans ce reportage et on se retrouve juste après. Pour le plus grand bonheur de nos papis, Imen a donné l'Algérie pour dénicher des produits du terroir et valoriser le travail artisanal. Avant, j'étais directrice marketing dans une société algéro-espagnole et j'ai eu des enfants par la suite. Je me suis consacrée à eux pendant 3 ans et du jour au lendemain, je me suis dit, je suis prête à reprendre le travail et qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a mon petit frère qui est aussi dans le même domaine, qui a une fromagerie, les goûts de chez nous, pas loin. Bodj el-Bahri, donc qui m'a poussée et qui m'a aidée. Il m'a dit vas-y, je suis derrière toi, mon mari, ma belle famille, ma mère qui prépare aussi des petites tapenades.
toujours mangé naturel et bio à la maison parce que ma maman, elle faisait tout ça à la maison. Et c'est là qu'est venue la passion Hadia. Et aujourd'hui, je suis en train de la concrétiser. Et alhamdoulilah, on a la satisfaction de nos clients qui reviennent et qui reviennent à chaque fois. Donc il y en a que je revois minimum, on va dire, 3 à 4 fois par semaine. Et c'est ça la satisfaction, en fait, notre satisfaction. Produits ancestraux, un savoir-faire reconnu grâce à des producteurs passionnés, fiers de représenter leurs régions respectives. On fait tout ce qui est fromage, donc on est une fromagerie et on fait aussi les produits du terroir, donc une épicerie fine. On prépare des plateaux, par exemple, à base de différents types de fromages qu'on ramène d'un petit peu partout d'Algérie. Donc, on va par exemple, il y a des fromages qu'on ramène de Boussaada, d'autres qu'on ramène de Kabylie, d'autres du sud carrément. Et certains sont faits par des petits artisans de chez eux. Et ça, je parle surtout des fromages. Non, la plupart des produits qui sont là sont faits par des petits artisans. Pour accompagner tout ça, on fait aussi des tapenades, toujours artisanales, faites maison, 100% naturelles, sans additifs et sans conservateurs. On a des épices, de l'huile d'olive, des thés, des tisanes, même on va dire tout ce qui est herbes médicinales. Et aussi, on ramène du Délices du terroir, le lieu regorge de produits naturels, de l'alimentation aux cosmétiques, en passant par le bien-être. Ici, on trouve de tout. Un pain d'Algérie d'antan, bien préservé, notamment par la jeune génération. Moi, je ne vends pas sans goûter. Alors, les collègues à la télé, je dis non. Écoutez, vous goûtez d'abord. Je dis non, 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 coupez-moi. Non, vous goûtez. J'aime partager, j'aime voir l'expression sur le visage de la personne quand elle goûte et qu'elle est satisfaite et me dit ah oui, c'est bon, donnez-moi de ça, donnez-moi de ça. Donc, avant tout, pour nous, avant tout, le plus important, c'est la satisfaction du Et voilà, c'était donc une épicerie fine que Anissa Bouzid a visitée. Nous, à présent, nous allons nous intéresser donc aux étudiants, aux événements que les étudiants organisent à chaque fois. Les étudiants sont très prolifiques en matière d'événements, en matière aussi de travail, très dynamique. Et cette fois-ci, nous recevons les membres donc, du club éthique qui se trouve au niveau de l'École supérieure de l'informatique, représentée ce matin par Melia Mégar. Melia, bonjour. Bonjour. Melia. Malia, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Malia, étudiante en troisième année. Deuxième année. Vous avez bientôt terminé? Dans 2 ans, Inch'Allah. Dans 2 ans, donc c'est 5 ans d'études. Oui. Très bien. Ingénieur? Oui. Pour un ingénieur, très bien. Et parmi nous également, Meissa Irmouli. Meissa, bonjour. Bonjour à vous. Meissa également étudiante en troisième année. C'est ça. Encore 2 ans. C'est ça, la même chose. 2 ans et on s'arrête pas. On espère que quand même. On espère que si. Oui, on s'arrête Doctorat et... plus tard. Voilà, plus tard, mais vous y pensez quand même. Inch'Allah, éventuellement. Vous nous stressez? Et moi, ils se disaient, les étudiants, ils sont très dynamiques. Non, il faut terminer. Inch'Allah. N'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. Alors, les filles, donc aujourd'hui, vous représentez le club éthique, donc le club éthique qui se trouve au niveau de l'école supérieure de l'informatique. Donc, ce club, il s'agit de quoi? Alors, ETIC est une organisation estudiantine à but non lucratif. Nous, on est axé tout ce qui est monde de l'entreprise et l'entrepreneuriat. Donc, notre but à nous, c'est de rapprocher l'étudiant de l'entreprise, de lui faciliter la transition d'université à entreprise, mais aussi essayer d'encourager de l'initiative et de pousser les étudiants vers l'entrepreneuriat, donc leur offrir les outils nécessaires pour pouvoir leur créer leur start-up plus tard. Très bien. Et alors Malia, dans plusieurs activités qui se font au niveau du club, n'est-ce pas? Effectivement, oui. En fait, on organise plusieurs événements qui sont visés pour les étudiants, pour les rapprocher justement du monde de l'entreprise. On retrouve notamment, parmi nos plus grands événements, on retrouve le Training Camp, qui est un camp de formation accéléré qui tient sur 3 jours. Où qui se prépare sur quelle périodicité?
Généralement, les dernières années, on l'organisait durant la fin de l'année, vers les mois de décembre, janvier. Ce camp, en fait, il se tient sur 3 jours où les étudiants recevront des formations accélérées à propos des technologies récentes et où à la fin, ils auront à proposer leurs produits et seront jugés justement. Donc il y a un encadrement qui se fait pour évaluer un petit peu les projets qui seront proposés. Donc le programme, donc celui-ci particulièrement, est-ce que c'est un programme qui est fixe ou on propose chaque année un nouveau programme, de nouveaux modules, de nouveaux formateurs? Oui, on propose chaque année des trucs nouveaux, dans le sens où chaque année on reprend la conception de l'événement et on essaye de chercher tout ce qui est tout ce qui est nouveau, tout ce qui est récent. On essaie d'innover en ce qui concerne les technologies. Et la technologie va vite, hein, oui, voilà. N'est-ce pas? Oui. Ça va vite, la technologie. Oui. Donc on risque pas de chômer en matière d'idées. Oui, on a toujours de nouvelles idées. Voilà, donc ça c'est pour l'un des événements que vous organisez. D'autres événements aussi? On retrouve aussi les journées en entreprise pour mieux aller dans notre objectif. Oui. La journée en entreprise, c'est en fait de contacter une entreprise et de lui demander de demander à quelques employés d'accompagner des étudiants durant une journée entière, comme son nom l'indique, durant une journée en entreprise où ils vont s'immerger dans le monde de l'entreprise justement. Et ils vont suivre justement dans ce sens, pardon Malia, dans ce sens, lorsque vous faites vos études, vous avez des stages par exemple qui vous permettent un petit peu de vivre en entreprise pendant une période particulière? Oui. En dehors du club, hein, je parle en dehors du club. Oui, c'est le cas. On a 2 stages obligatoires, donc le PFE qui est en fin d'année, qui est en 5e année. On a un stage obligatoire qui est un stage pratique qu'on devrait faire, nous personnellement, on devrait le faire pendant cet été. Mais sinon, pendant les autres années, on peut toujours se proposer nous-mêmes pour un stage d'observation. Donc quand on est en première année, qu'on n'a pas beaucoup de compétences, on part en entreprise pour un stage d'observation. Et sinon, on peut aussi se proposer pour des stages pratiques si on obtient nous-mêmes les compétences nécessaires pour ces stages. Donc il suffit juste de se proposer, d'obtenir une convention avec l'école et ensuite on aura ces opportunités. Voilà, c'est excellent. Donc là, c'est une journée en entreprise qui vient en complément finalement à ce que vous faites au niveau de l'école. Très bien. Donc d'autres formations aussi? Plutôt d'autres événements, pas spécialement des formations. On retrouve aussi l'événement Meet. On a un événement qui s'appelle Meet où c'est un événement où on a des spécialistes qui viennent donner des conférences, des partages d'expériences, des panels et tout pour renseigner justement les étudiants par rapport à un certain métier et qui concerne les spécialités proposées par l'ESI. Nous, on a par exemple 4 spécialités à présent et chaque année, on essaye d'aller entre les spécialités pour justement renseigner tous les étudiants à propos des métiers qu'ils pourront faire justement avec ces spécialités. Et avec le développement de la technologie, il y a beaucoup de métiers qui disparaissent, d'autres qui naissent aussi, c'est pour garder les étudiants à la page et leur donner un peu de perspective quant à ce qu'ils vont faire dans le futur. Parce qu'en ce moment, on étudie beaucoup de choses qui sont assez théoriques. Oui, donc pour essayer de leur donner une idée claire de ce qu'ils vont faire une fois en entreprise. Un peu, c'était juste de prendre la JEE, la journée entreprise, et de l'inverser. Donc à la place d'emmener des étudiants en entreprise et de les faire découvrir les jobs d'entreprise, on ramène plutôt un spécialiste chez les étudiants qui va leur expliquer plus tard. Voilà, il y aura plus d'interactivité aussi avec les gens qui pourront poser plusieurs questions et donc se renseigner sur l'évolution, on va dire, et le développement de la technologie, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Donc ça, c'est un petit peu les activités que vous faites au niveau du club. Alors le club, au niveau de votre école, est-ce que c'est un club qui est ouvert à tout type, j'ai envie de dire, d'étudiants ou juste l'étudiant de votre école? Non, alors nous, on est ouvert à tout type d'étudiants. D'ailleurs, chaque année, chaque début d'année scolaire, on essaye d'ouvrir nos inscriptions. On a ce qu'on appelle un Welcome Day, où on présente notre club, etc. On essaie de le présenter autant dans une conférence à l'ESI, puis on essaiera de faire aussi des présentations sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne peuvent pas se présenter à l'ESI, justement. Et puis quand on ouvre nos inscriptions, quand on poste un formulaire, le formulaire est posté sur nos réseaux sociaux. Donc tout type d'étudiants peut se rejoindre. On a d'ailleurs des étudiants qui font des études de commerce, des étudiants même en médecine, des étudiants. Surtout que nous, en tant que club, on est plus axé entreprise, on n'est pas axé IT, c'est-à-dire on n'est pas axé informatique, etc. Donc on essaie d'aider et d'atteindre le maximum de personnes. C'est vrai que le monde de l'entreprise reste quand même un monde fédérateur de toutes les spécialités parce que toute spécialité peut s'ouvrir ou peut investir, on va dire, en entreprise, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Voilà, très bien. Alors là, il y a un événement qui se prépare la semaine prochaine, donc le 21, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Donc le 21, Inch'Allah, on aura le S2
C'est un peu notre plus grand événement, l'événement qui a lancé le club même. Donc le S2E, c'est le salon de l'emploi de l'ESI. C'est une journée qu'on organise en partenariat avec l'ESI où on invite un maximum d'entreprises. Généralement, c'est une soixantaine d'entreprises. Et le salon est ouvert à tout le monde, est ouvert au public, aux étudiants. Et ces entreprises, quand elles viennent armées d'offres d'emploi et de stages afin de les offrir aux étudiants. Donc le salon, le but, c'est de faciliter en cette période de fin d'année où tout le monde est à la recherche généralement de stages, d'emploi, de PFE, c'est de leur faciliter l'accès à un maximum d'entreprises. PFE, c'est quoi? Le projet de fin d'études. Pour les étudiants, la plupart en ont, que ce soit nous, généralement les étudiants en général en ont des PFE. Donc on essaye de rendre ça plus accessible et de leur permettre de faire le tour de plusieurs entreprises et donc de plusieurs offres et de déposer un maximum de CV un peu partout. Comme ça, ils sont sûrs un peu d'avoir une réponse au moins d'une des entreprises. Et tout ça en une seule journée. Voilà. En une seule journée, ça vous fait quand même assez de pression là. Oui, c'est un grand événement. On essaye de rallier un maximum des membres de notre club et c'est aussi beaucoup d'entreprises, c'est énormément de contacts. D'ailleurs, il y a des entreprises qu'on essaye de contacter nous-mêmes, qu'on essaye de chercher nous-mêmes. Mais en même temps, on a aussi des formulaires qu'on poste sur nos réseaux sociaux. Donc, pour les entreprises qui seraient intéressées ou les startups qui seraient intéressées par des offres pour offrir plutôt des emplois et des stages pour les étudiants, généralement, c'est des étudiants accès informatique, c'est les étudiants de nos écoles qui sont extrêmement intéressés par ça. Mais après, c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, généralement, les offres d'emploi, elles sont assez techniques. Mais voilà, pour les entreprises qui sont intéressées par ce genre de choses, ce genre de profil, ils peuvent toujours aller sur notre LinkedIn, donc Ethic Club, pour retrouver un formulaire d'inscription pour réserver leur stand et venir le 21, Inch'Allah. Sinon, pour ce qui est des étudiants, c'est ouvert à tout le monde. Donc, justement, lorsque les entreprises formulaires, ils vont nous communiquer le profil qu'ils recherchent, le nombre d'offres qu'ils ont, les stages, le nombre d'offres de stage, le nombre d'offres d'emploi même. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va poster ces entreprises sur nos réseaux sociaux. Les étudiants qui sont intéressés, il suffit juste d'aller sur nos réseaux sociaux, encore une fois, Ethic Club, sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou même Twitter, et ils trouveront ces offres d'emploi. Et voilà, donc pour ce qui est de ce qu'ils devraient préparer pour venir, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a aucun type d'inscription, il suffit juste de se montrer à l'ESI, donc l'École supérieure d'informatique à Oued-Semar, et d'être au courant un petit peu de ce qui se passe. Donc on va lancer une application prochainement, c'est l'application S2E. On annoncera encore son lancement sur nos réseaux sociaux, suffit juste de nous suivre un peu de ce qu'on fait. Et sur cette application, il y aura ces offres. Il y aura une map, donc la map de l'ESI. Lorsqu'ils viendront, ils pourront se retrouver un peu parce que beaucoup des étudiants ne sont pas étudiants à notre école. Donc on donnera une numéro de stand, on aura une petite map et il suffira juste de chercher, ce sera une recherche à filtre. Il suffit même pas de chercher exactement l'entreprise, juste de chercher le type d'emploi ou de stage qu'ils recherchent et on aura plusieurs pins qui indiquera où est-ce qu'ils pourront partir. On aura aussi une petite option où on essaiera d'imprimer vos CV, donc il suffit de les envoyer sur les réseaux sociaux et nous on les imprimera pour vous, comme ça vous n'aurez pas forcément traîné votre CV jusqu'à l'ESI. Très bien. Voilà. Donc, alors on voit que c'est une organisation de taille très minutieuse. Donc tout est là pour faciliter justement la tâche, soit pour les entreprises ou encore pour les étudiants qui sont en quête d'emploi. Mais Malia, dites-moi, donc toute cette organisation, comme je disais, elle est très minutieuse, donc j'imagine qu'il va y avoir un flux, parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'imagine d'étudiants ou d'autres jeunes qui recherchent de l'emploi dans leur spécialité, c'est toujours l'idéal, pour quelqu'un qui suit un cursus particulier. Les entreprises aussi, le marché de l'emploi, il faut dire quand même qu'il y a une évolution dans ce sens-là. Et on imagine un peu, ou du moins c'est ce qu'on espère, qu'il y ait un flux que ce soit de la part des entreprises ou encore des étudiants. Alors, est-ce qu'il y a de l'espace pour tout le monde ou est-ce qu'il y a un filtre de votre part, vous allez faire? Est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'il y a Et du coup, si pour l'instant on accepte la majorité des entreprises, à part si elles ne rentrent pas dans nos thématiques, dans le domaine technique. Et sinon, pour les étudiants, c'est tout le monde qui a accès. C'est
l'organisation des membres en fait qui va gérer justement tout le flux d'étudiants qui sera présent le jour J. Alors là, vous dites donc le domaine technique, mais le domaine technique reste aussi un domaine très vaste. Donc le domaine technique, dans quel domaine plus exactement? En fait, justement sur nos réseaux sociaux, comme l'avait dit précédemment Maïssa, on avait précisé on précise tous les domaines où les entreprises embauchent. Par exemple, on a des développeurs, des UX UI designers, on a des ingénieurs BI, oui, des ingénieurs SI, etc. C'est des profils assez larges. Donc en fait, même les entreprises, elles n'ont pas besoin d'être techniques. Il suffit de chercher des profils qui sont techniques. Donc même une entreprise en pharmacie ou des entreprises en pharmacie, je sais pas, des startups, peu importe ce que c'est, généralement ont tous besoin d'informaticiens. Donc il suffit juste d'avoir une offre d'emploi qui est ouverte ou un stage qui est ouvert, des personnes qui sont prêtes à encadrer des personnes avec des profils assez IT, ou même pas. D'ailleurs, des fois on a des propositions de designers, etc. C'est pas forcément IT. Donc généralement, c'est les entreprises, lorsqu'elles viennent vers nous, c'est qui ont à l'esprit, quand on parle de salon de l'emploi de l'école supérieure d'informatique, elles ont tout de suite à l'esprit des profils IT, donc c'est elles qui proposent des profils IT. D'accord. Mais sinon, nous, on est ouvert à toute proposition. Et généralement, tant qu'on essaie de chercher des offres d'emploi qui sont sur Alger, donc des entreprises qui sont sur Alger, mais les éditions passées, on a même eu des entreprises de bougiottes, etc. Donc nous, ce qu'on aimerait appeler toutes les entreprises à s'inscrire, toute entreprise ayant des offres d'emploi à s'inscrire, et après, avec le filtre, Inch'Allah, on essaiera de trouver de la place pour tout le monde. On espère aussi. On espère aussi. D'ailleurs, c'est l'objectif principal donc, du étudiant. Mais sinon, les filles, donc, là, vous êtes en train donc, de préparer un événement qui est important déjà pour les jeunes, pour placer les jeunes donc, dans le monde de l'emploi. À votre avis, vous, étudiante donc, en informatique et un petit peu donc, vous intéressez à tout ce qui est entreprise, quels sont les métiers ou les postes qui sont les plus demandés déjà, on va dire, les plus demandés par les étudiants et les plus recherchés par les entreprises? Est-ce que vous avez déjà une idée de ça au préalable? En fait, ça dépend à quel niveau. Pour ce qui est de l'informatique, énormément l'informatique est très convoitée, que ce soit dans tous ces domaines. Donc, que vous soyez développeur ou ingénieur en base de données ou ingénieur en information, en système d'information. C'est-à-dire que chaque domaine de l'informatique a ses besoins. Et même si ces besoins évoluent, chaque job on a toujours besoin de ce job en particulier. Les entreprises sont en très bonne demande. Les jobs eux-mêmes évoluent aussi. C'est ça, ils évoluent. Les jobs sont en constante évolution. Donc, en informatique, et je suppose que c'est la même chose un peu partout dans les études, mais en informatique particulièrement, il faut constamment se garder à la page, parce qu'il faut toujours savoir ce qui est demandé, et ce qui se fait, et ce qui se fait pas, et ce que les entreprises recherchent. Donc pour vous dire exactement maintenant ce qui est demandé, je ne saurais pas vous détailler exactement, mais je sais qu'en ce moment, on recherche énormément tout ce qui est un peu intelligence artificielle, ce qui est... oui, c'est exactement, c'est ce qui est tendance en ce moment. Mais après, à côté, il y a aussi énormément de startups ou même d'entreprises qui recherchent des développeurs, que ce soit front, back-end, etc., pour avoir leur application. C'est nécessaire aujourd'hui, les applications avec tout ce qui se fait en web ou en mobile. Donc, c'est vraiment large. Donc, il suffit d'être juste au courant de ce qui se fait dans votre domaine exactement, que ce soit en données, en data, c'est-à-dire que ce soit en développement, que ce soit en intelligence artificielle. Il faut juste rester à la page dans ce que vous faites. Mais sinon, pour ce qui est offre informatique, on a cette opportunité. Il suffit juste de viser les entreprises qui vous intéressent le plus, qui pourraient vous faire le plus, qui seraient le plus lucratif pour vous. Voilà, donc c'est ce que vous faites un petit peu à travers les différentes journées d'études, à travers les autres ateliers que vous organisez justement pour garder toujours les étudiants à la page et savoir donc ce qui se fait sur de l'emploi, de la recherche aussi. Alors, donc toujours par rapport à votre salon, il faut dire que ce qui fait défaut, ou on va dire le premier obstacle des jeunes quand ils viennent à l'emploi, c'est l'expérience. Donc généralement, les entreprises demandent toujours une expérience au préalable, et après tout dépend de chaque entreprise, la limite d'expérience ou le nombre d'années qu'ils demandent. Alors, justement, à travers les différentes activités que vous organisez à travers votre club, est-ce que justement ce sont des activités qui permettent d'avoir certaines compétences, déjà en plus de vos études? Donc, en plus de vos études, des stages que vous faites donc en collaboration avec l'école. Donc au niveau du club, est-ce que toutes ces activités permettent quand même d'avoir certaines connaissances, de donner un minimum, on va dire, de savoir-faire à tous ces étudiants? Alors oui, c'est votre objectif. Oui, exactement, c'est notre objectif, c'est de compléter cette... Nous, particulièrement chez ETIC, qu'est-ce qu'on vise spécialement? C'est un peu les soft skills, donc c'est les compétences complètes, c'est les compétences qui sont un peu non techniques. Mais après, bien sûr, on a des comptes de formation, comme l'a mentionné Malia
un training camp qui va leur offrir des compétences en développement, qui va leur offrir en compétences en marketing, des compétences en design thinking. On a aussi une compétition de start-up qui est AUP. Pareil, avec AUP, on va former d'abord nos participants. AUP, c'est une compétition de start-up qui est sur 3 jours. Il y a d'abord des conférences. Ensuite, on a des workshops, on a des formations pour nos participants. Ensuite, on a des séances de travail où ils pourront créer un projet. Et ce projet sera assez important. Il pourra être cité dans leur CV. Pareil pour le training camp. Tout type d'événement organisé par des étudiants est reconnu en ce moment par des CV. Parce que même s'il n'y a pas de certification officielle, ça reste des expériences importantes, des expériences reconnues par les entreprises, par leur professionnalisme et leur niveau technique. D'autant plus que ça se fait dans un cadre quand même plutôt académique. Reste reconnu quand même par l'université, n'est-ce pas? Alors, pour l'événement qui va se dérouler le 21, on est d'accord? Oui, c'est le 21, Inch'Allah, donc toute la journée, quelles sont un petit peu... Alors, nous, on espère un maximum d'étudiants. Oui, on espère beaucoup de monde pour aider un maximum de personnes. En fait, c'est un peu le but, c'est vraiment le fait de poser leur CV, avoir d'entreprise. C'est le but, c'est si on arrive à avoir une seule personne qui obtient un seul job grâce à notre salon, c'est déjà un grand succès. On espère avoir plusieurs choses par ça, plusieurs exemples de ça. Et aussi d'essayer de booster le marché, c'est d'aider les entreprises à recruter un maximum de personnes compétentes, c'est de les aider à trouver les profils qu'ils cherchent eux. Donc le but vraiment, c'est d'essayer d'avoir une journée le mieux organisée possible entre nous et aussi essayer de voir un maximum de personnes sortir satisfaites de notre salon et ayant vu les entreprises qui les intéressent avec des entretiens qui, on espère, seront un succès. Malia, les attentes. On partage, voilà. Oui, on partage les mêmes attentes. On espère pouvoir aider les étudiants à les satisfaire, à trouver les stages qu'ils souhaitent, les emplois qu'ils souhaitent. Et même pour les entreprises, on souhaite qu'ils puissent justement employer les personnes, les employés qu'ils jugent compétents. Alors, question tout à fait anodine. Donc, vous faites un travail énorme au profit des étudiants. Et vous, dans tout ça? Alors nous... Je parle de vous deux, hein? Ah, nous en particulier. Vous deux en particulier. Alors, franchement... un engagement vraiment total pour les étudiants. On espère que les étudiants trouvent un emploi. Et vous, dans tout ça? Alors, déjà, bon, si on parle de nous en particulier, moi, personnellement, je sais pas, je pourrais pas parler au nom de Malia, mais moi, personnellement, c'est une gratification personnelle. Donc, c'est quelque chose que je fais autant pour les étudiants que pour moi. Voir que j'ai pu faire quelque chose de vraiment qui me motive au quotidien, c'est une vraie motivation. Qu'on apporte notre impact, qu'on apporte du changement dans le système et dans la communauté estudiantine. Et au-delà de ça, aussi cette expérience qu'on a d'aller contacter une entreprise, d'aller parler à une entreprise. Aujourd'hui, je suis à la télé, c'est la première fois que je passe à la télé. Donc, on est aussi ces expériences qu'on est en train de collectionner. On est tous d'accord au niveau de la régie. Si c'est votre premier passage, c'est un très beau passage. Merci. Déjà, premier réussi. Merci. Donc, voilà, en fait, c'est du bénévolat. Donc, au final, ce qu'on obtient comme satisfaction personnelle, c'est développement personnel. Mais après aussi, ça nous facilite, comment dire, ça élargit notre network personnel parce que c'est nous qui sommes en contact direct avec ces entreprises qui viennent pour recruter des gens. Ils sont en contact avec nous, donc ils nous connaissent. Donc même pour nous plus tard, pour chercher des choses, ça sera plus facile. Il y a aussi, mais après, question organisation, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'obtenir pour les organisateurs une demi-journée. Donc, si vous êtes organisateur le matin, là, on va vous laisser l'après-midi pour pouvoir aller déposer vos propres CV, pour pouvoir participer au salon, au même titre qu'un n'importe quel étudiant. Comme ça, on essaye de ne pas sacrifier nos propres membres pour le bien d'autres membres, d'autres personnes. Et Malia? Je la rejoins sur le point de la satisfaction. Lorsque vous voyez des étudiants qui sont satisfaits d'avoir des stages ou des emplois ou même avoir réussi leurs entretiens et tout, ça nous fait chaud au cœur après le long travail que nous avons effectué pour organiser l'événement. Et aussi par rapport aux skills que nous, on acquiert à travers les organisations de ces événements et à travers la participation en tant que membre dans ce club. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà, effectivement. Et pour eux et pour nous. Voilà, d'autant plus, comme le dit Sylvia Meissa, on prépare le terrain pour plus tard. Voilà, aussi, oui. N'est-ce pas? C'est ça, exactement. Voilà. En tout cas, les filles, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation. Inch'Allah, le prochain salon sera en votre faveur pour que vous puissiez déposer vos CV. Inch'Allah, oui, c'est ça. Et trouver surtout enfin, dans le domaine que vous aspirez, voilà, auquel vous aspirez plutôt. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle Malia Megar, donc vous êtes étudiante en 3e année au niveau donc, de l'école supérieure de l'informatique
pardon, Maïssa Irmouli aussi, vous êtes étudiante en troisième année et vous faites tous les deux partie, donc vous êtes toutes les deux membres du club éthique. Merci beaucoup encore. On se donne rendez-vous, on le rappelle, le 21 mai, ça va être au niveau de l'école. Voilà, toute la journée, ça commence toute la à quelle heure? journée, de 9h jusqu'à 16h. Voilà, et tout le monde est invité. Voilà, merci beaucoup encore une fois à vous. Et on continue, cette fois-ci, nous allons aller à l'ouest de l'Algérie, au sud-ouest d'Alger, à Béchar particulièrement, où Samir Hadj Amar nous emmène pour nous faire découvrir Qsar el-Ouata et on se retrouve juste après. يا واد الساورة المعروف بالقصور وبراج مشيدة وعربان اللامة بالجودة والمتوك والهمة مشهور وفراسين الطعم ناسك زعامة عند خيار القشور مذكور من ورد ما تخصو القيامة. Sentinelle de terre, témoin des techniques et du génie des maîtres d'œuvre depuis des siècles, niché au creux de la vallée de la Saoura, l'Qsar el-Ouata est un édifice patrimonial, unique dans toute la région. Édifié depuis 6 siècles, ce Qsar hélas a subi des dégâts à cause des éléments de la nature, du temps et de la main de l'homme. Mais grâce à Dieu et à la volonté des passionnés, il est toujours debout. Il est un témoin de la richesse du patrimoine de la région et de l'histoire de la tribu d'Ernenma qui ont habité sur Qsar. Après la restauration menée à l'initiative de l'Association du tourisme et de la conservation du patrimoine, l'Qsar s'est transformé en une halte incontournable pour les touristes et un lieu d'accueil pour l'organisation de nombreuses manifestations culturelles. Nous disposons de 14 chambres pour une capacité d'accueil de plus de 50 lits. Il y a une khayma installée dans le Qsar, un café traditionnel, 2 salles d'eau, une mosquée. J'appelle les autorités locales à accorder plus de considération à ce monument, puisqu'il faut le dire, ce Qsar est l'unique monument de toute la région d'El-Ouata. Ce Qsar, tout comme l'ensemble de cette région du pays, possède de grands et des potentialités naturelles et culturelles, lesquelles, exploitées judicieusement, peuvent en faire une destination touristique phare. Et voilà, de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Samira Hadj Amar qui nous a fait découvrir Qsar el-Ouata et elle est déjà sur place. Samira, bonjour. Bonjour Noël. Comment ça va Samira? Très bien, très bien, alhamdoulilah. Alors, de Béchar, on va à Alger. Oui, de l'Ouata. De l'Ouata. Un Qsar particulier. Il n'en existe aucun, il ne ressemble à aucun dans toute la région. Et donc là, il demande justement une attention particulière. Ce qui est intéressant avec ce Qsar aussi, Samira, c'est qu'il a été retapé par les autochtones, par les habitants, par l'association. Mansour, je pense, exactement. Qui se bat en fait depuis des années, qui veut maintenir ce patrimoine. Il a bien raison. Il a bien raison, et puis ça a été savamment restauré parce que vraiment on a repris les mêmes matériaux, on a repris la même architecture. Ça a été modifié, effectivement. D'abord pour qu'il résiste aux éléments, parce qu'il a quand même traversé le temps. Il a quand même traversé le temps. Voilà, exactement comme les voûtes. Comme les voûtes de Khédine, que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui. Le musée maritime en fait d'Alger, le port d'Alger, qui cette semaine a organisé un événement à l'occasion du mois du patrimoine qui se prolonge jusqu'au 18 mai. Voilà, a organisé un événement autour de cet ouvrage avec cet auteur, avec Lydia Hadek. J'enlève un petit peu les faits qui sont là. Oui, c'est mes brouillons, pardon. Voilà. La tête du livre. Donc, oui, cet endroit est particulier. Il est très particulier. On est dans le quartier de la Marine. On est dans la partie, on va dire, basse de la Casbah, donc qui va de la citadelle en haut jusqu'au port, jusqu'à l'amirauté, jusqu'au quartier militaire, en fait. Il a toujours été un quartier militaire depuis des siècles. Donc, il a accueilli les marins, on va dire l'armée turque ottomane, et il a aussi servi pendant la colonisation. Et cet endroit... Tu seras témoin que je remettais brouillons à la page là où je les ai enlevés. Voilà, donc c'est le premier port d'Alger. C'est peut-être là que Hercule et ses compagnons sont arrivés pour fonder Icosy. C'est le début de tout, c'est le début de l'histoire. On est dans les bras de la Méditerranée. C'est un endroit qui a inspiré énormément de monde. D'abord pour toutes les batailles qui ont eu lieu, cet endroit existe parce que Din a mis, KO les forces espagnoles, puisqu'il y avait la citadelle
il y avait la forteresse, pardon, il y avait la forteresse à l'endroit exact où il y a le phare d'Alger. Tu connais bien sûr, on le voit de partout. Et donc, avec le phare a été construit avec les restes de la forteresse espagnole qui a été anéantie par Khaldun et ses compagnons. Il faut imaginer l'époque, le contexte. À l'époque, les Espagnols, c'était une grande puissance et les Algériens ont réussi à libérer cet espace parce qu'ils empêchaient les gens de rentrer. Donc les marchandises, ils empêchaient les gens de sortir d'Alger et ils empêchaient les gens de rentrer. Donc Khaldun a construit ces jetées, il a construit des voûtes, il a rassemblé, c'était les îles, les Jaziras, qu'il y avait autour de la baie d'Alger, et lui a construit le phare, la jetée et les voûtes qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est un musée, c'est un très bel endroit qu'il faut aller visiter. C'est ouvert tous les mardis au public, on n'a pas besoin de... Or, mardi, on a besoin d'autorisation d'y accéder parce que ça reste l'amirauté d'Alger. Donc cet endroit marque la puissance d'Alger, la puissance des forces algériennes et de l'Algérie. C'est un endroit qui a inspiré beaucoup de monde. Elle, Lydia Hadek, a on va dire, écrit, elle est chercheure, elle est spécialisée dans l'histoire de l'art et elle a fait un travail sur les artistes qui étaient des artistes, donc artistes en général, poètes, écrivains, peintres. La photo, l'image qu'on voit là, je ne sais pas si tu peux la remontrer, c'est Sauveur Galiero. C'est un artiste et qui s'est beaucoup inspiré de cet endroit. Lui, comme Mohamed Issam, comme Kateb Yassine, comme Sénac, qui a créé la revue Soleil. Cet endroit a inspiré beaucoup de monde. On retrouve Choukri Mesli aussi. Et ils ont écrit des mots comme Momo, bien sûr. Momo, on voit très très bien au niveau du mol s'accrocher et parler des mots d'amour pour la case d'Alger. Donc on le voit dans Tahia Dido, le film de Zinette. Ça a inspiré cinéma plus tard, mais elle, Lydia Hadek, revient à partir, elle nomme son livre La génération donc du mol d'Alger, de la génération des années 40, des arts contemporains en fait. Et elle raconte en fait comment ces artistes qui sont engagés se sont engagés contre l'histoire, contre la domination coloniale, contre les colons français pour exprimer leur révolte, pour exprimer aussi leur amour et leur sentiment pour l'Algérie, pour leur besoin vital de libérer l'Algérie. Voilà. Donc il y a un reportage qui a été fait par moi, par mes soins, avec un architecte donc sur cette partie d'Alger, sur le quartier de la Marine. Le quartier de la Marine qui a beaucoup souffert du changement lorsque les Français sont arrivés à partir de 1830. Ils se sont acharnés à détruire la base Casbah, là où il y avait le palais El Janina, là où il y avait, c'était un quartier, comment dire, très important. C'était le siège central du gouvernement d'Alger. Et eux, la première chose, les Français, quand ils sont arrivés en 1830, sont acharnés cet endroit et à reconstruire qui fait barrage à la case. C'est pour et là, c'est la en deux. C'est exactement ce qu'ils ont fait à la case base. On fait passer cette nationale numéro entre une case à Délice. C'est exactement toute relation entre ça. Et pour détruire aussi la symbolique des Casbah à l'époque. Effectivement, justement, on appelle aujourd'hui. On va voir le reportage après. Sous le regard d'un architecte qui connaît très bien l'endroit. Allez, on y va. Ville dans une ville d'histoire, bastion de la culture et de la mémoire algérienne. Quelle architecture pour quel cachet la Casbah d'Alger s'est inscrite depuis la nuit des temps. L'architecture de la Casbah, elle a été figée déjà à l'époque berbère, avec toutes les ruelles, les maisons à patio, les premières mosquées qui ont été construites. Bon, après, effectivement, il y a eu un grand développement, notamment dans la partie haute, on va dire, qu'on appelait le Jubel, sous l'égide, disons, à la période ottomane. Les Ottomans ont rajouté
les palais, hein, pour l'essentiel. Bon, il y a eu aussi des reconstructions de la Casbah parce qu'il y a eu des séismes. Donc, et d'ailleurs, les constructions sont résistantes au séisme après les séismes qui a eu lieu. Donc, il y a eu des techniques de construction aussi qui ont été améliorées. Et ici, nous nous trouvons devant l'îlot Lalahoum qui est en fait le premier îlot qui devait être réhabilité dans les années 70-80. Transformation, déstructuration, la Casbah d'Alger qui plongeait dans les bras de la Méditerranée a subi malheureusement le mauvais génie français. Après 1945, il y a eu beaucoup de plans d'urbanisme pour restructurer ce quartier. Parce qu'il y a eu un incendie dans une partie des constructions coloniales à l'endroit où aujourd'hui on a le parking à étage. Donc il y a plusieurs plans. Et celui qui a été retenu, c'est celui qui a donné l'avenue du 1er novembre, qui s'appelait à l'époque l'avenue du 8 novembre, qui s'appelait le plan Sokar. On peut le voir, c'est des immeubles hauts de 8 étages, 9 étages. Ce boulevard, cette avenue, a été une fracture encore plus par rapport à la Casbah. C'est-à-dire, c'est des immeubles qui encore plus la Casbah, on lui tourne le dos, on cache la Casbah, et qui la coupe encore plus de la mer à laquelle elle était rattachée. Donc, et c'est un des projets les plus, on va dire, moins réussis, enfin, on peut dire les plus catastrophiques. Du point de vue de l'urbanisme, les urbanistes considèrent que c'est un échec ce projet. Réhabilitation, plan d'aménagement, un parcours pour restructurer le cœur de ce quartier afin de rehausser de sa valeur historique. Ici se pose le problème de la circulation, du transit est-ouest à Alger. C'est-à-dire, c'est le passage de la Monnière, de l'avenue de la Hélène vers Bab el-Oued. Et il y a eu effectivement plusieurs projets souterrains, etc., même un viaduc sur la mer et tout ça, qui ont été faits. Il y a même eu un échangeur, heureusement qui a commencé à être réalisé et que les architectes ont arrêté à l'époque, donc en début 90, et qui prévoyait des trémies ici, et des ponts et des trémies. Mais aujourd'hui, on mériterait qu'il y ait un espace ici piéton, etc. On aimerait, voilà. Il y a quelque chose à faire ici. Rue de la Marine, Djamel El-Kébir, quelle histoire! Pourtant, ce quartier gagnerait à être aéré et réaménagé pour ne plus tourner le dos à la mer. Donc cette rue, c'était la rue pour ramener les marchandises, etc., pour les troupes aussi, quand on débarquait. Et donc elle a été construite dans un style, on va dire, néoclassique, hein, de l'époque coloniale. Des arcades. Un peu plus haut, donc on a également la chambre de commerce qui s'appelait le palais consulaire, qui a été également construit un peu plus tôt. Voilà. Mais toujours est-il, cette route-là, à la fois elle avait une fonction, disons, de liaison de la ville coloniale, disons de Bab Azoun, Bab el-Oued, la rue Bab el-Oued, Bab Azoun, avec la mer. Et en même temps, elle coupait encore une partie de la Casbah de la mer. Voilà. Aujourd'hui, cette coupure a été accentuée par le fait qu'on a un parking à côté qui, j'espère, un jour, on arrivera à le remplacer par quelque chose qui est en rapport avec la qualité et la valeur foncière de ce quartier. C'est-à-dire, on a besoin ici des choses qui sont touristiques. Et le parking, il peut être terrain, on peut régler le problème d'une autre manière. Voilà, c'était donc une rencontre que Samira Hadjamar a fait avec un architecte, Hamid Ould Hossein, que tu as rencontré d'ailleurs, qui lui nous a expliqué un petit peu toute l'architecture. Oui, alors et comment ça a été retapé, surtout refait. Oui, comment... non, ça n'a pas été retapé. Comment les retapé Français dans le sens ont réaménagé, réurbanisé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, comment ils ont modifié, pour ne pas dire défiguré, le quartier, ce qu'on appelle l'avenue maintenant
1er novembre. Bon, on voit un immeuble. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est joli et tout, mais non, à la base, il y avait la base Casbah et ça a été détruit pour être remplacé par un espèce de boulevard où il y a des arcades et des magasins, des boutiques, mais en réalité, on ne peut pas y accéder. C'est pas ouvert, la route, on dit autoroute, donc on ne peut pas s'y arrêter. Pour un centre-ville, pour un quartier historique, on est dans le quartier de la Marine. Il y a la Casbah qui est là, il y a Jamal Al-Keber qui est là, il y a un gros parking aussi que nous avons construit qui n'est pas très à sa place. Il est en hauteur, donc déjà à la base, il cache la mosquée Kébir, la mosquée Jamal Al-Keber, voilà. Donc, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer. C'est un joli quartier. On a le Bastion 23 qui est autour. On a l'Institut national de musique. C'est un cœur palpitant, voilà. Et c'est le quartier de la Marine. Tout ça, c'est la Marine. Et il y a la fontaine qui était à Confort, qui est descendue plus tard là-bas. Voilà ce que ce quartier représente. Il représente beaucoup pour l'histoire et l'imaginaire algérien, pour on va dire, le mouvement culturel. Justement, pour le mouvement culturel, Samira, on revient au livre auquel j'étais intéressée aujourd'hui de Lydia Haddek, donc intitulé La génération du Mol d'Alger. Donc Lydia, dans son livre, a fait toute une recherche, donc elle est remontée un petit peu dans l'histoire et a vu un petit peu comment cette élite culturelle, on va dire, s'est inspirée de ce Mol et comment elle a essayé à travers la plume, à travers le pinceau, à dire son mot et à exprimer donc son refus total de la colonisation, n'est-ce pas? Exactement. Elle, donc Lydia Haddek, a utilisé des archives. Elle a pris le témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Christophe Galliero, le témoignage, mais aussi les archives personnelles de Sauveur Galliero, pour raconter cette époque. Cette époque, elle dit quoi? Elle marque l'engagement, et il est important, l'engagement des personnalités, bon, c'est devenu des personnalités avec le temps culturelles, donc Kateb Yassine, Mohamed Issa Khamchan, Sénac, Choukri, Mesli, Galliero, Sintès, René Sintès, Emmanuel Robles, tous ces gens-là, ça foisonnait, qui, par exemple, comment il s'appelle, Sauveur Galliero était ami avec Albert Camus, ils ont fait tous les deux le lycée Émir Abdelkader. Il raconte comment ces gens-là se sont rencontrés, comment ils ont combiné leur art, leur inspiration, leur art, leurs dons aussi. Certains étaient poètes, d'autres étaient peintres, écrivains. Ils ont combiné tout ça pour marquer leur engagement auprès du nationalisme algérien, pour libérer, pour l'indépendance contre la domination française, en fait. C'est leur engagement, c'est leur... on va dire c'est des moudjahidines, hein. Mohamed Issa Khamchan est un moudjahid, c'est clair, c'est connu. C'est des gens qui ont contribué à l'indépendance de l'Algérie avec la culture, avec l'art. Voilà ce qu'elle nous montre, voilà ce qu'elle nous raconte, voilà ce qu'elle nous dit, Lydia Haddek, c'est ça. Elle nous dit comment ces gens-là ont contribué avec leur engagement à l'indépendance de l'Algérie. Effectivement, donc pour parler encore de l'engagement, donc de toutes ces plumes, on va dire, de ces artistes, comme disait si bien Samira, pour montrer un petit peu le nationalisme algérien, il y avait cette fameuse librairie aussi au niveau de la rue Charras, n'est-ce pas? Là Edmond Charlot, effectivement, là où les artistes ou les écrivains se rencontraient. Exactement. Il a aidé pas mal de monde, Edmond Charlot, entre autres Ben Abora, qui lui était taulier à Bellecour et qui pendant 30 ans n'a pas... Il allait très souvent après le travail au jardin d'essai, regarder Galliero par exemple, il regardait beaucoup Fromentin, il regardait beaucoup de gens comme ça, et il avait envie de peindre. Eux peignaient avec le chevalet, c'est comme ça qu'ils ont introduit le chevalet en Algérie. Et il s'est inspiré, il lui a fallu 30 ans, et Ben Abora, tout comme Baya Mahieddine, sont les pionniers de l'art naïf en Algérie. Oui. Malheureusement, Baya est très connu, mais Ben Abora n'est pas très connu du public. Le Musée national des beaux-arts, je crois, a une seule toile de lui. Il y a eu une rétrospective il y a très longtemps, mais plus rien. Ce serait bien de revenir sur le travail qui a été fait. Alors, Galliero, par exemple, l'inspiration, le mol d'Alger, le port d'Alger, la jetée d'Alger, qu'est-ce qu'elle lui a inspiré? Elle ne lui a pas inspiré des œuvres sur la mer, elle lui a inspiré tout ce qui était vivant, c'est-à-dire les pêcheurs. C'est-à-dire, tu sais que là-bas, il y a le mausolée de Sidi Ibrahim, il y a ce qu'on appelle le pavillon de l'amirauté. C'était un endroit très vivant, c'était un endroit ouvert à l'époque.
Et les femmes d'Alger allaient très souvent, par exemple, au port. Il y avait les pêcheurs, et lui, il allait là-bas, il s'asseyait en tailleur, et il les peignait. Tous ont fait pratiquement ça. Momo Himoud, lui, a dit son amour à partir du mol. Il était, je ne sais pas si tu le vois, en train de déclamer sa poésie. Voilà, il y a plein de gens qui ont écrit. Il y a Anna Gray aussi qui s'est inspirée de cet endroit pour raconter son amour. Elle a écrit le plus beau poème sur Alger, Algérie, capitale Alger. Voilà, c'est tous ces gens-là qui ont, à leur façon, avec leurs dons, leur vocation, contribué à l'indépendance de l'Algérie. Ils ont porté un message et il est inscrit avec les mots, il est inscrit aussi avec des œuvres artistiques. Voilà, j'ai respiré. Effectivement, donc là, on revient un petit peu sur ce livre. Donc on rappelle, c'est Lydia Hada qui l'a écrit, La génération du Môle d'Alger. C'est sorti à Casbah Édition. Et elle l'a présenté pendant le SILA récemment. Et jeudi, avant-hier, elle a fait une très belle rencontre où il y a eu beaucoup de poètes comme Samira Negrouche qui est partie. Elle a fait une bande dédicace, mais aussi elle a parlé de son livre au musée maritime d'Alger. Voilà, donc les voûtes Kherdin. Voilà, et le livre donc est disponible en ce moment au niveau des librairies. Et donc on rappelle on rappelle qu'elle a fait, on va dire, une petite anthologie de ces poètes, de cette élite culturelle. Donc c'est une docteure en histoire de l'art. Je pense que c'est une étude qu'elle a fait. Une étude, effectivement. Une étude qui sert de référence. C'est quelque chose de très important. C'est un document de référence en fait. Voilà. C'est peut-être un livre, c'est une publication, mais il est de référence. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Samira, encore une fois, de nous avoir fait découvrir cette fois-ci Alger, donc aux yeux des artistes, des peintres et aussi d'un architecte à travers le reportage. Samira, on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Pour une autre virée, comme à l'accoutumée. Oui, avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, Samira. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on continue et on va rester donc sur les hauteurs d'Alger cette fois-ci pour aller découvrir Dar Mustafa Pacha que Anissa Bouzid nous fait découvrir. On se retrouve juste après. Dar Mustafa Pacha se situe dans la Malgré ses dimensions et la richesse de sa décoration, c'est le type même de la maison arabesque. Il fut édifié en 1798 par le Dey Mustafa Pacha. Après son assassinat, le Dey Ahmed le confisqua. Ce palais fut occupé en 1835 par le pharmacien en chef de l'armée française et en 1846 fut habité par le secrétaire général du gouvernement militaire français. En 1863, cette belle demeure fut convertie en bibliothèque nationale jusqu'en 1948 pour devenir à l'indépendance le siège de plusieurs organisations. Classé monument historique en 1887 et fut classé en 1991 monument historique d'Alger au niveau national, il fut classé par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité en 1992.
Le palais Mustapha Pacha a été institué par décret ministériel le 7 novembre 2007 au Musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Et voilà, donc c'était une visite guidée en compagnie de Anissa qui nous a emmené du côté du musée donc de Mustapha Pacha. Voilà. Et donc à présent, nous allons parler d'art, d'artisanat, de patrimoine matériel et immatériel. Lydia est parmi nous ce matin. Lydia, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Toujours aussi dynamique, Lydia. Il faut. Au profit des artisans et des artisanes et aux amoureux de l'art. De l'art et de notre patrimoine et le renouveau de notre patrimoine. Effectivement. Donc, en t'accompagnant, on va parler de patrimoine matériel. Matériel, exactement. Matériel, parce qu'on va justement parler aussi de patrimoine immatériel et ses compagnies de Sarah. Sarah Asbalkher, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah? Ça va, alhamdoulilah. Alors, Sarah, elle s'appelle Sarah Zahri, mais j'ai jamais retenu son nom. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Sarah, elle est donc blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, facebookeuse, ce que vous voulez, et qui nous emmène un petit peu en immersion, on va dire, dans l'histoire, dans le patrimoine immatériel, dans Hadith Kmaditek. Ça te dit? Oui, et c'est très intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce qu'elle fait, c'est de la vraie recherche. De la vraie recherche, c'est surtout ça. Et je vous disais, je jamais son nom parce que Sarah est connue par Sarah Tekadimin. Alors j'adore le Tekadimin. Oui. C'est l'expression fétiche pour dire que Rakibdena. Exactement, parce que Tekadimin en berbère ça veut dire un moment nostalgique, ça veut dire haja qdima, haja ancienne et tout. Et moi j'adore tout ce qui est qadim parce que رباتني عجوزة كما نقولوا. Allah yarhamha, effectivement. Alors j'imagine Lydia dans notre jargon, il y a beaucoup d'expressions que tu utilises probablement. Je les prononce pas forcément dans le bon sens parce que je suis pas très arabophone. En général, mais oui, plus on prend, on va dire, quelques années de l'âge, on se retrouve à gérer les expressions qu'on a entendues dans notre enfance et c'est un plaisir de les placer. Effectivement, c'est un plaisir de les placer. Et justement, Sarah, l'avantage avec toi, on se tutoie, donc avec plaisir. Ah, c'est déjà fait. Ah oui, c'est déjà fait. Alors justement, Sarah, ce que disait d'ailleurs Lydia, c'est que tu vas vers la recherche. C'est ce qui est intéressant. Donc il est vrai que dans notre jargon, on utilise beaucoup d'expressions, beaucoup de proverbes. On sait le sens, on le connaît, mais l'origine, on ne le connaît pas forcément. Et c'est ce que tu fais dans ton travail. Exactement. En fait, il y a par exemple certaines expressions, les نعرفوهم mais ما على بالناش منين جاو. Voilà. وكاين اللي على بالنا منين جاو بصح ما نعرفوهمش. وانا d'habitude ce que je fais quand vous avez dit un travail de recherche par exemple كيما les légendes ou les expressions et tout كيما نقولوا هنايا الاسطوره تجمع بين الحقيقه والخيال. الحقيقه اللي عاشوها ناس المدينه وقعدت محفوره في ذهنهم والحكايات اللي خرجت من خيالهم باش تكون عبره ليهم ولولادهم من بعدهم. Donc on dirait ça c'est la grammaire qui bah oui. Donc c'est des légendes en plus l'ostora تتبدل بين d'une région à une autre. Exactement, d'une société à une autre, d'une région à une autre. Exactement. Que ça soit la légende ولا المثال ولا كاين بزاف حاجات اللي يتبدلوا. وكاين ثاني quand tu parles d'un endroit ou là, c'est là où on dit beaucoup plus un travail de recherche. Maintenant, je me déplace les musées, les bibliothèques, je cherche parce que internet il y a des sources, mais il y a certaines sources que tu peux qui sont pas toujours fiables. Aussi. Mais sinon, Sarah, je ne sais pas, est-ce que tu as, Lydia, j'imagine aussi, quand on se déplace, quand on voyage, il y a des expressions, on a l'impression que ce sont des expressions propres à nous, mais on les retrouve dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Exactement. Il y a beaucoup de similitudes, j'ai envie de dire, dans la façon de vivre, dans la façon de faire et dans la façon de dire les choses. J'ai remarqué ça, il y a même des légendes, pour nous, ça va ouvrir mais il y a d'autres légendes, exactement, tu les trouves aussi ailleurs. Alors,
المثال باغ اكزومبل بين مثل تقولي هنا وتقولي في وهران ولا في قسنطينه ولا في عنابه ولا سي با دو تو لا ميم شوز مي سا فو دير لا ميم شوز سي جوست لو لانغاج اللي يتبدل. Voilà, et justement, Sarah, dans ton travail, donc on a dit que tu t'intéresses un petit peu à toutes ces citations, à tous ces proverbes, mais pas que. Donc il n'y a pas que cet intérêt pour le patrimoine immatériel, mais aussi cet intérêt pour le patrimoine matériel, parce que tu nous fais découvrir aussi l'origine des habits, l'origine des bijoux, par exemple, n'est-ce pas? Alors justement, c'est à travers des vidéos que tu fais ça. On va voir une vidéo là où tu nous expliques, tu nous emmènes en immersion, on va dire, tu nous invites en immersion, tu nous plonges. On va dire dans l'histoire de Khidroh, on va le voir dans l'une des vidéos que tu as postées donc sur tes réseaux sociaux, on se retrouve juste après. مساء الخير يا ناس الخير وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم القول وخير القول الله يثبت العقول، والمثل تاع اليوم يقول الزين للنساء والنساء الخير الرجال والرجال للمحنه والمحنه للي يقدر عليها. اليوم نحكي لكم حكاية حلي. هذا الحلي اللي يعتبر وريث عائلي عند العائلات الجزائرية وخاصة العاصمية. قبل ما نقول لكم شنو هو هذا الحلي نحكي لكم حكايته أو الأسطورة ديالو. يقولوا باللي زمان كاينة عائلة عريقة ومرفهة من الجزائر العاصمة. هذه العائلة كانت عندهم طفلة اللي لحقت سن الزواج. جا واحد وخطبها. هذا الواحد ولا هذا الراجل اللي كان قيسو قيس روحه زوالي، ولكن وليد فاميليا خدام ويجيب قوت يومه. نهار عرسو هذيك الطفله جابها هديه. هاد الهديه اللي كانت عباره عن سلسله تاع ذهب. هذيك السلسله كانت صغيره بزاف قيس دراهم وما كانتش تكفي حتى باش تدور على رقبتها. ام البنت وكي شافت السلسله ما حملتهاش وما قدرتش تخليها في قلبها وقاتلو باللهجه العاصميه بوه هذا جاب لها خيط الروح. وهذا كي شافتو باللي صغير وما يعمرش العين. الطفله خدا هذيك السلسله ولبسها لها لبنته في راسها. ومن هذاك النهار بدات العاده تاع خيط الروح. خيط الروح هو اكسسوار 100% جزائري نسائي اللي يتلف على الجبهه ويطيح عليها. خيط الروح الاصلي مخدوم بالذهب ولا الفضه ومرصع باحجار كريمه كما الزمرد والمرجان ومن كل الوان، وعليها اللي غالي في السومه. الروح يجي مشبح باشكال هندسيه مختلفه وهذا باختلاف عادات وتقاليد المنطقه، منها دويرات مثلثات ولا هلال مربوطين في سلسله ويتربط بخيط ولا حاشيه. خيط الروح ماشي عاده عاصميه فقط ولكن نصيبوه في مناطق اخرى من الوطن كما في الاوراس والقبائل يقولوا له طاع السبت وفي تلمسان يقولوا له كان زروف. خيط الروح بكري يتديه الطفله في شورتها ولا يشرطوه هما ليها في صداقها، ويعتبر وريث عائلي اللي تورثوا الطفله على يماها ويماها على جدتها ويسلفوه ما بيناتهم العائلات الحباب والجيران. خيط الروح يتلبس مع اللباس التقليدي الجزائري وخاصه مع الكراكو ومحرمه الفتو، ويتلبس تاني مع الشده التلمسانيه والقندوره القسنطينيه. خيط الروح عاده قديمه اللي العروسه مازالها تزين به ديما. حكايته حكايه صغيره اللي فيها عبره كبيره تتزين به جبهه المراه باش في عرسها تكون كي القمره غالي في السومه بصح للعروسه شانو هم. وهذه كانت واحده من الحكايات او الاساطير اللي خلاوها ناس زمان، وكما قلت لكم ودائما نقول لكم من روايه لروايه ومن راوي لراوي تتبدل الحكايه ولكن المعنى يبقى نفسه. وكما تقول ماني الله يرحمها يا بنتي الزواج زوجتك والسعد ما نضمن لك. وانا نقول لكم بقاو معايا باش المره الجايه نزيد لكم حكايه. واذا عجبتكم الحكايه ما تنساوش الجيم تابونيو وتبارطاجيوها مع ناسكم واحبابكم وبقاو. Majid Rabi يقول لك عجبتنا الحكايه عجبتنا. J'ai juste une faveur à demander à notre réalisateur ce matin qui m'écoute, qui est en régie. Est-ce que je peux faire pendant 2 petites minutes un abonnement de poste à Majid? 2 petites minutes. Non, 30 secondes. 30 secondes. Je voudrais inviter notre caméraman Majid à nous rejoindre. Ah, il y a Majid. Il m'a donné l'autorisation au réalisateur. Il m'a donné le réalisateur l'autorisation. Alors voilà, je vous présente notre cadreur Majid. Majid. Bonjour tout le monde. Voilà. Majid راهو يحلف فيا من الولاد. Alors, je vais vous dire pourquoi je l'ai invité aujourd'hui parmi nous, parce que Majid c'est un petit peu ma référence dans tout ce qui s'agit de Cha'bi, de tout ce qui est ancien. Donc à chaque fois, je lui pose des questions et pendant qu'on écoutait donc l'hikaya, Majid nous a dit qu'il y a
الهاشمي ربي يرحمه. Voilà. Le rossignol imbattable. Ouais. Bien sûr. هضرتوا على خيط الروح bien sûr. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose تاع تقديمين. الهاشمي ربي يرحمه في واحد المورسو يغني فيه يقول حلفت فيا ولفي وقالت يا عشيق ما نوري لك داري. نحاك المرمى سروال قال effectivement y compris le comment on appelle خيط الروح. هذه هي. ومرحبا بك جيتي اليوم كرنا جبتي لنا ان شاء الله خيط الروح ان شاء الله تقعد الروح طويله ان شاء الله. ان شاء الله. Merci beaucoup Majid. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Voilà, je tenais à ce que Majid partage quand même ce petit moment avec nous. Merci beaucoup Majid. Voilà, donc là, voilà, c'est très bien. Non, mais Majid, comme je le disais, c'est toujours ma référence en tout ce qui concerne tout ce qui est Chabi, tout ce qui est Andalous, tout ce qui est Tiqdemin d'ailleurs. Ça fait plaisir. Voilà. Et justement, donc Sarah, alors on a suivi, tu nous disais Lydia, pendant que le reportage passait, c'était ta condition sine qua non pour sortir de la maison le jour de ton mariage. Ah oui, oui, oui. Moi, je n'ai pas fait de mariage, mais ma condition, c'était de sortir avec Zarna. J'avais mon hayek et j'avais mon khayt al-ruh de ma grand-mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha, c'est un héritage familial. Alors justement, Sarah, on a vu à travers l'une de tes vidéos, parce que ça, c'est vraiment l'une des multiples vidéos que tu fais à chaque fois, qu'il y a quand même un travail très minutieux à faire. Donc beaucoup de recherches, des photos, on agrémente avec des photos, on revient un petit peu dans l'histoire. Alors justement, est-ce que dans tes tu trouves quand même des références comme ça fiables qui peuvent te permettre donc d'avoir l'histoire exacte concernant tel ou tel sujet donc que tu développes. Alors parfois quand c'est un plutôt contenu immatériel, par exemple qui m'a khayt al-ruh et tout, qui m'a les légendes et tout, il n'y a pas de problème. Genre je peux raconter par exemple je vous donne l'exemple de Khdaoud Djelamia. Par exemple Khdaoud Djelamia, il n'y a pas une seule légende, il y en a 5. Il y en a 5 qui sont connues, hein, sont très répandues, effectivement. Exactement. Donc ce que je fais, c'est que je raconte les 5 légendes. Oui. Comme ça, هكا واحد ما يقول لي لا صارت ماشي هذه ماشي هذه. Je raconte les 5. Ça, quand c'est un patrimoine immatériel. Quand c'est un patrimoine matériel, il me faut des sources fiables. Voilà. Par exemple, la dernière fois, j'avais fait des vidéos avec Ryan, c'est Artnerd. Des vidéos à la Djouam al Medina. Oui, on s'est déplacé même le musée des arts islamiques à Tilimli. D'ailleurs, la dame, remercie beaucoup, elle nous a ouvert les portes à la bibliothèque Trenna. On a pris des livres et on a commencé à faire des recherches. Parce que la première phase, c'est les recherches. On bat le texte, on bat filmer, on bat نديروا le montage, la voix off. Donc, هذا كامل. C'est pour ça que parfois, ça me prend du temps à sortir une vidéo là, parce que je fais tout وحدي. Et je fais très très attention les sources surtout. Mais les sources, il y en a. Il y en a. Pas beaucoup. Par exemple, qui m'a dit Sidi Ramadan, ما لقيناش بزاف les sources. Pas beaucoup, mais tu trouves toujours voilà, il suffit de raconter. Voilà, il faut justement persévérer et aller vers cette recherche. Alors justement, Sarah, d'où vient tout cet intérêt, tout cet amour pour le patrimoine et tout cet acharnement justement pour faire la promotion du patrimoine et surtout la sauvegarde, parce que là, c'est une façon de préserver, de sauvegarder ce patrimoine. Exactement. En fait, j'étais animatrice radio. Je travaillais dans une web radio. C'était mon rêve de faire de la radio. Après. La télé, non? Bah si, bien sûr, avec vous. Alors, c'est mon deuxième passage télé. D'accord. Le premier, c'était grâce à vous, merci beaucoup. La blamzia. Donc, je disais, donc c'était mon rêve de faire de la radio. Quand j'ai fait de la radio, moi j'habite dans un quartier populaire, enfin j'habite Sintawji, qui m'est rôle là avec donc, وربتني عجوزة كما نقولهم ونسكن في دار الجيران. Voilà. Et c'est donc tout l'environnement s'y apprête, tout s'y apprête. Exactement. D'ailleurs, بكري كنت مع خالتي نكتب البقالات في ان كايي كو جو غارد توجور. داكور. بقالات تاع بكريه ماشي نيمبورط كال بقاله. حافظه شويه. نقدر ندير لك بقاله يا با بروبليم. قلتي بقاله على بالك كيفاش ضربت لي في راسي. Avec plaisir. Donc quand j'ai arrêté la radio, je me suis dit Sarah, pourquoi bon, quand j'ai commencé à faire de la radio, قلت قالوا لي على واش حابه تهضري، قلت لهم حبيت نهضر على الباتريمون. حبيت نهضر على حاجات اللي انا كنت نعرفهم وما كنت على بالي منين جاو. سي
après mon amour, les livres, parce que j'ai commencé à acheter des livres sur le patrimoine. Les fabuleux contes et légendes d'Alger, la découverte de la Behja, plusieurs livres. Je compte les chroniques. Après, ma les chroniques. Je me suis dit, puisque je suis la radio, je suis sur les réseaux sociaux. Et j'ai commencé. Et je le fais vraiment par amour. Parce qu'à la base, je suis social media manager, donc je suis dans le marketing digital, mais je le fais par amour. Je le fais ça se ressent en tout cas. Ça se ressent en tout cas. Alors justement, les retours un petit peu des followers, des abonnés. Ouais, au fait, j'ai un retour extraordinaire. Parce que par exemple, il y avait une dame, là, elle a un message quand j'ai fait le bébé. Oui. Elle a un message, elle a dit, écoutez ma fille, je tiens à vous remercier. J'ai 50 ans. Voilà. Et c'est ça ce qui me fait plaisir. En fait, toute la reconnaissance, tout ce qui est, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça, tout le retour sur investissement est là. Exactement. En fait, quand je lis les commentaires ou les messages, je suis émerveillée. Je m'encourage vraiment à le faire. Même si il y a des fois, ça nous arrive. Exactement, genre les déplacements, il faut un retour d'énergie pour ça. C'est une responsabilité énorme. Pour moi, avec une vidéo, la vérification, à l'aise. On les sources, parce que, comme je l'ai dit, c'est une responsabilité, c'est le patrimoine, c'est pas n'importe quel contenu. C'est pour ça que je leur disais, je suis créatrice de contenu. Je crée le contenu. Voilà, effectivement. Voilà. Alors là, on a parlé un petit peu de la sauvegarde du patrimoine immatériel à travers les réseaux sociaux. Et Lydia est aussi dans la sauvegarde du patrimoine matériel cette fois-ci. Un événement qui se prépare bientôt, Lydia, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, et c'est devenu carrément une période très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est après toute une année où les élèves sont à l'école, où il y a de la pression des parents et tout ça. Et le 1er juin, toujours avec le merveilleux Lies Rifati du Centre d'art Jasmine, exactement, on essaye de donner d'intéressantes expositions, des événements de qualité, avec des artisans qui aiment ce qu'ils font, des artisans qui essayent de faire développer leur savoir-faire, le patrimoine de différentes régions. Ils essayent de mettre ça au goût du jour, tout en respectant les codes de chaque pays. Donc, du 1er juin au 4 juin, ces 4 jours, c'est un week-end artistique où il va y avoir donc de l'artisanat, où il va y avoir de la vente dédicace, à peu près une trentaine, une quarantaine d'auteurs. Il va y avoir 2 concerts intéressants. Donc, franchement, ne pas aller à cet événement, vous allez rater une expérience. Vous allez vous changer les idées, vous allez découvrir. J'avoue. Vraiment. Il va y avoir donc différentes parties du savoir-faire algérien, que ça soit dans l'habillement, que ça soit le culinaire, que ça soit dans le cuir. Ce sera très très riche. Voilà. Donc rendez-vous du 1er au 4 juin à l'Opéra d'Alger. Voilà, c'est toujours avec, malgré que le Covid s'est calmé, mais nous on aime respecter, il y a toujours de la distanciation, c'est très grand. Respire à l'aise, voilà, c'est pas surchargé. Très varié, c'est dire aussi. Une centaine pratiquement, une centaine de personnes, une centaine de 101. Voilà. Moi, comme je dis, tant que je ne vous ai pas trouvé là-bas, Inch'Allah, venez spécialement pour elle. Voilà. Un défi. Alors Lydia, ça fait combien de temps qu'on se connaît finalement? Ça fait très longtemps. Au moins une dizaine d'années. Au moins une dizaine d'années. Chaque année, je dis cette fois, pas chaque année, chaque événement, je dis cette fois, je vais participer. Cette fois, alors je pars, je visite. Exactement. Mais là, le rendez-vous est important. Pourquoi? Parce que on est en train de, surtout pour nous les artistes et artisans, on s'est battu ces plusieurs années, pas juste là, la période Covid, depuis que la crise, on se bat pour maintenir nos entreprises à flot, nos entreprises. On essaye aussi d'avancer dans nos différents métiers. Tous ensemble, on est solidaire, celui qui ne trouve plus, on ne trouve plus notre matière première, etc., etc. Donc, quand vous venez, le public, quand il vient dans les expositions et il nous encourage, vous n'encouragez pas juste, ils se font plaisir, mais c'est des métiers, c'est des maisons,
toute cette industrie, cette passion, elle est soutenue grâce à vous. Donc venez découvrir ce qu'on sait faire, faites plaisir parce qu'il y a pour toutes les bourses. Donc rendez-vous du 1er au 4 à l'Opéra d'Alger, ça va être fantastique. Il y a aussi plein d'événements autour de ça. Donc Lydia Ladjouzi, que ce soit sur ma page Facebook, Instagram, l'éclat de verre, sur la page de Monsieur Clifetti, le centre d'art Yasmine Oran. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur les dates, les différents événements qui se déroulent toute cette période. Vous avez aussi, qu'est-ce que je voulais dire, il y a plein de petites expos un peu partout. Donc tout ça, il faut y aller, ça encourage surtout l'artisanat et ça permet encore une fois de développer, d'encourager, de préserver. Alors nous avons parlé de Khet Arrah tout à l'heure. Ce qui caractérise d'ailleurs Lydia dans son travail, c'est aussi tout ce qui est patrimoine. Nous avons parlé de Khet Arrah. On ne peut pas parler de Khet Arrah sans parler de Karakoum et de l'Haïk. Exactement. Ça va de soi. Ça va de soi. Et toi justement dans ton travail, parce que toi-même tu es artisane, toi-même tu fais de la peinture sur verre particulièrement. Particulièrement sur le verre, le cristal, porcelaine, l'inox. Et j'essaye de toujours une petite touche de notre patrimoine. J'essaie de la reproduire à ma façon sur cette vaisselle-là. Et pas juste de l'algérois. Hein. Oui. Vous allez trouver les tenues telgui, vous allez trouver des bijoux berbères, vous allez trouver... En fait, ce qui caractérise une petite touche de notre patrimoine, une vision qu'elle soit sérieuse ou rigolote, vous allez la trouver. Oui. Donc, non seulement on peut l'utiliser parce que c'est cuit, ça ne part pas. Et avec mon mari, le Sirocco du Nord, on a jumelé donc nos deux univers en essayant de développer les tapis de notre patrimoine de différentes régions, pas juste quand on dit berbère, voilà, c'est tout notre pays de différentes régions, que ce soit en lampe, en banquette, en tableau, etc. Ce qui est intéressant à dire dans cette approche, c'est que sans chez soi, on peut le personnaliser, vraiment avoir des objets qui nous ressemblent, qui traduisent un petit peu nos goûts et on risque pas de les trouver ailleurs. C'est des pièces uniques, on ne peut pas reproduire, c'est des choses qui ne peuvent pas se reproduire, c'est des tapis anciens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, une centaine d'années pour certaines pièces qu'on essaye de leur donner une seconde vie parce que c'est des tapis qui ont été soit touchés, soit troués, etc. Donc au lieu que ça reste bloqué dans un placard jeté, voilà, on leur donne une seconde vie et là les gens sont ravis de retrouver ma grand-mère elle tissait de cette façon-là. Vous avez énormément de personnes de l'étranger qui rêvent de recevoir. Bon, ça c'est un blocage, j'espère qu'il va se débloquer pour pouvoir envoyer une pièce, une lampe, un tapis, une chaise, un tabouret à l'étranger. Il y en a plein qui rêvent d'avoir cette petite touche de notre patrimoine. La plupart du temps, ils prennent avec eux un bijou. Mais là, ils veulent quelque chose d'un... Quand les invités viennent chez eux, ils s'assoient sur un tabouret avec un tapis qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est une fierté. Hein. Donc, nous, voilà, on est dans cette approche-là où on mêle l'ancien et le nouveau d'une façon moderne, actuelle. Voilà, c'est un travail de collaboration que tu fais d'ailleurs avec ton mari, Lydia. Un échange j'ai envie de dire, de compétences, un échange d'idées aussi, pour qu'il y ait une harmonie un petit peu dans ce que vous proposez tous les deux. Il a sa vision, c'est vraiment un créateur, hein, et il a une vision d'entrée, il est photographe, donc il a un œil quand il voit quelque chose. Moi, je vais peut-être délabrer, lui déjà, je vais le retransformer, je lui il a déjà vu le final. Il a déjà vu le final et moi je donne mon petit conseil féminin, perfectionniste, etc. Donc on arrive à jumeler nos deux univers et essayer d'apporter quelque chose qui peut faire plaisir au public. Surtout. Voilà. Et le retour du public? Eh bien je vous dis que le retour est vraiment très positif. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui nous ramènent une ancienne chaise de leur grand-mère complètement déglinguée. Et mon et qu'on garde d'ailleurs, on garde comme ça par nostalgie. Et on ne veut pas jeter, on ne sait pas comment la faire avec. Parce qu'elle n'est pas, elle ne s'accorde pas avec le reste de la maison. Donc là, on propose, par exemple, quelqu'un qui nous dit, voilà, ma maison, il y a beaucoup de noir et blanc. Donc nous, on peut il transforme les chaises avec une touche du noir, avec le hembel bien coloré, bien peps. Donc tout ça, ils sont contents de voir une petite pièce qui est décalée tout en étant harmonieuse avec le reste de la
maison. Je parle de lampe d'une banquette, mais il y a des miroirs. Ça peut être aussi juste une boîte. Il faut plein de petites boîtes. On peut la mettre sur sa table, on peut mettre des bonbons dedans ou autre chose en tant que vide-poche. C'est très varié. Et tout ça, vous allez le retrouver quand vous venez aux expositions. Parce que sur les réseaux sociaux, un artisan, il va mettre quelques pièces de ce qu'il fait, mais pas tout. Et puis même, quand on est en contact direct avec l'objet, avec l'artisan aussi, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à trouver quelques objets sur les réseaux, on se dit c'est très joli, mais c'est pas la peine de l'avoir parce que je sais pas quoi faire avec. Et tout l'intérêt est là, justement, d'où l'intérêt de... Voilà, parce que l'artisan peut quand même orienter des idées. Tout à fait. On travaille très souvent avec des architectes, avec des architectes d'intérieur. Ils nous disent, voilà, ils cherchent quelque chose pour son entrée. Donc, vous nous retrouvez à transformer pour les vestes. Oh là là, j'ai perdu le mot bon. Que ça soit un grand miroir à l'entrée avec un ancien tapis, un porte-manteau. Voilà, chercher un porte-manteau. Un truc qui n'a rien à voir, il se retrouve avec des transformés en porte-manteau. Il y a comme ça des petites idées qu'on travaille avec les architectes intérieurs et qui donnent une seconde vie à des objets qu'on ne donnerait même pas 2 sous pour. Donc là, la valorisation se fait donc par une pièce unique, une pièce d'histoire, une pièce moderne. Donc c'est ça ce qui est l'intérêt d'aller vers toute cette catégorie d'artisans qui essayent de jumeler justement ces deux mondes, nos traditions notre façon de vivre maintenant. Voilà, effectivement, donc joindre l'utile à l'agréable. Des ustensiles décoratifs, mais aussi utiles. والله ما راكي رايحه قبل البقاله خلاص تنوع عقدوا سير انوع اني عقده لازم قاعد تعقدوا هاي هاي صح زيد عقده وحده لا صافا هاكي عقده هاكي عقده وحده بسم الله بديت بسم الله بديت وعليكم يا الريان هاد البقاله نوية وقفت عند بابكم وعجبني طعامكم الناس حسدوني وانا قلبي حصل عندكم الله 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 à qui on dédie cette bocala ce matin à une personne très particulière, très chère à ton cœur. Très chère à mon cœur et pas des moindres, c'est ma sœur aînée, donc Lamia Ladjouzi Ali Khoujak. C'est son anniversaire, donc bon anniversaire ma chérie, je t'aime très fort, t'es mon amie, t'es ma sœur, t'es ma maman. Voilà, bon anniversaire, et surtout que notre amitié de sœur perdure pour toujours. Inch'Allah, alors on va profiter aussi pour notre part de souhaiter un joyeux anniversaire à Lamia, Inch'Allah, comme le dit si bien nos grands-mères, Inch'Allah, دايما ديك القله تاع العسل تبقى مكسره بيناتكم. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir été parmi nous ce matin. C'était un plaisir. Rendez-vous pris entre le 1er et le 4 au niveau de l'Opéra d'Alger. Sarah, rendez-vous pris au niveau donc, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Joignable. Elle est joignable. Partout. On risque pas de la rater. En tout cas, on risque pas de la rater. C'est Sarah Tekdemi. Sarah Tekdemi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir accompagné. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Radia Boulmaali demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Au revoir. Je vous retrouverai donc vendredi prochain. Et Amal Almi vous retrouvera à partir de mercredi. Au revoir.